Bonjour à tous. Alors je sais, quand on voit la réalité, quand on voit la violence de la réalité, on peut se poser légitimement la question de pourquoi continuer à étudier les textes, tellement ceux-ci peuvent nous paraître éloignés de cette réalité, voire même sur certains aspects superflus. Alors qu'au contraire, ils sont la base, la référence pour se défendre et surtout pour préparer notre avenir. Et c'est pour cela que je voulais revenir avec vous sur le sujet de la dématérialisation de l'administration et que j'ai cherché un moyen simple de vous en parler. Et j'ai trouvé le dossier de presse publié en 2022 par le Défenseur des droits, dématérialisation des services publics 3 ans après, où en est-on? Parce que précisément 3 ans avant, en 2019, il y avait eu un rapport qui s'appelait dématérialisation et inégalité d'accès aux services publics. Et donc on y apprend beaucoup de choses dans ce dossier, et notamment sur ce dont je vous évoquais dernièrement, sur cette fracture dans la population qu'a provoqué cette dématérialisation de l'administration, qui est bien sûr très défavorable d'abord aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux majeurs protégés, aux personnes détenues, aux personnes étrangères et aux personnes généralement en situation de précarité sociale. Mais ce qu'on y apprend aussi dans ces rapports du Défenseur des droits, c'est que même les jeunes sont fortement défavorisés avec la dématérialisation de l'administration. Et c'est pour cela, je crois qu'il faut surtout revenir dessus, parce qu'il y a des questions aussi de droits fondamentaux à traiter dans cette question. Car en effet, vous n'êtes pas sans ignorer, parce que je vous le rappelle souvent, que de par la Constitution et de par les droits de l'homme et du citoyen, de par l'article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et que l'article 2 nous rappelle que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, c'est-à-dire des droits précisément que décrivent les droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire que ces droits nous sont acquis de par notre naissance. Il n'y a aucun moment, il a été écrit, qui doit être acquis en accédant à un réseau Internet ou via la possession d'un ordinateur, c'est-à-dire dans le cadre d'une citoyenneté qui serait conditionnée au fait d'avoir un réseau ou d'avoir un ordinateur. Et donc là, il y a vraiment une question de droit fondamental, puisque ces droits de citoyens sont attachés à notre personne de par notre naissance. Car en effet, vous connaissez l'argumentaire principal de cette dématérialisation de l'administration, c'est de nous dire qu'elle va permettre d'abord, de simplifier la démarche, et puis surtout, va permettre d'économiser dans un cadre d'un discours écologique l'usage du papier notamment. Or, qu'est-ce que nous voyons? C'est que pour accéder précisément à cette dématérialisation, à cette virtualité de l'administration, eh bien, il faut d'abord un réseau Internet. Donc, il faut accéder à Internet. Et pour avoir Internet, eh bien, il faut des satellites, il faut des câbles, il faut un abonnement. Et puis, pour accéder précisément à ce réseau, dans un deuxième temps, il faut aussi du matériel, comme un ordinateur, une tablette, un smartphone ou un iPhone. Et donc, vous voyez que, contrairement à ce qu'indique le terme de dématérialisation ou de virtualité, nous sommes au contraire dans une société de l'ultra-matérialité, parce que sans ce matériel-là, sans la connexion, sans les satellites, sans les fibres, sans les ordinateurs, sans la consommation énergétique, parce que je rappelle que tout cela est très énergivore, eh bien, il n'y a pas d'accès à la dématérialisation. Donc, je dirais au contraire, on n'est pas rentré dans l'ère du virtuel, on est rentré dans l'ère de l'ultra-matérialité, parce que sans cette matérialité, on ne pourrait pas accéder précisément à la dématérialisation de l'administration. Donc c'est déjà un paradoxe dans la parole dans lequel nous ne devons pas tomber. Et puis, elle est devenue au contraire beaucoup plus complexe, parce que la complexité n'est pas liée au fait de mettre en ligne ou de ne pas mettre en ligne. La complexité est liée à l'administration elle-même.
Et si on veut simplifier une administration, eh bien, il faut réfléchir sur ce qu'elle demande comme document administratif, il faut réfléchir sur sa procédure, il faut réfléchir sur son fonctionnement. Et d'ailleurs, je vous renvoie dernièrement aux dernières demandes de l'administration fiscale pour les propriétaires, qui a énormément complexifié donc la vie des propriétaires, mais aussi, je dirais, la vie des administrateurs, qui se retrouvent encore une fois avec un alourdissement de leur charge de travail lié précisément à cette dématérialisation et aux nouvelles déclarations que doivent faire les propriétaires. Cela décourage profondément le citoyen et, comme je vous l'avais déjà dit, la relation du citoyen avec cette dématérialisation est la première cause de crispation sociale entre les citoyens et l'administration. Et puis j'ai des exemples encore très simples. Regardez par exemple le logiciel Chorus Pro dans lequel les artisans doivent mettre leurs factures pour être payés par l'État ou les collectivités pour lesquelles ils travaillent. J'ai des artisans aujourd'hui qui, alors qu'ils ont fait cette démarche qui est très complexe là aussi, ne sont toujours pas payés au bout d'1 an et demi. Et qu'est-ce qu'on entend ? On entend que non, l'administration veut bien payer, mais c'est le logiciel qui ne fonctionne pas. On a l'impression que partout où finalement le logiciel s'applique, les droits ont une tendance à reculer. Vous connaissez aussi, par exemple, la complexité qu'il y a aujourd'hui pour faire une carte d'identité ou un passeport, alors que c'est un document d'identité qui est indispensable pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir voyager. Aujourd'hui, il faut se connecter à Internet, il faut trouver un rendez-vous dans une mairie et cela peut prendre des fois plus de 6 à 7 mois pour pouvoir obtenir ces papiers d'identité. Et donc, vous voyez qu'au contraire, la dématérialisation n'a pas tant simplifié, mais au contraire, souvent, dans beaucoup de cas, complexifié la démarche. Et en plus, il faut comprendre le langage de l'administration qui est mis en ligne. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément fait du droit, tout le monde n'a pas forcément fait des études administratives. Et pourtant, les citoyens ont des droits et ce serait l'administration qui devrait simplifier l'accès à ces droits. Et ce ne devrait pas être au contraire le citoyen qui devrait se plier à cette administration. Et donc, le défenseur des droits, dans son rapport, écrit ceci. Et je voulais vous le lire. Mais aujourd'hui, encore, les délégués et les juristes du défenseur des droits continuent de recevoir les réclamations toujours plus nombreuses qui sont la conséquence d'une numérisation inadaptée aux situations des usagers. Il est écrit aussi dans ce dossier de presse, la défenseur des droits rappelle que la saisine par voie électronique de l'administration demeure un droit pour les usagers qui ne peuvent se la voir imposer et que toute administration est par conséquent tenue de prévoir une alternative à la procédure dématérialisée. Entendez bien ce qui est écrit, prévoir une alternative à la procédure dématérialisée. Je vous ai montré au contraire que de par la loi, aujourd'hui, la création d'entreprises, la gestion des entreprises et la cessation des entreprises ne se fait que par voie électronique et ceci est écrit texto dans la loi. C'est-à-dire que même la loi aujourd'hui nie la possibilité à une administration de donner une alternative à la procédure dématérialisée. Et donc ça veut dire que pour accéder à ce droit, il faut forcément passer par Internet, et donc on a en effet affaire à une forme de citoyenneté conditionnée. Et puis, elle écrit ceci, et je vous demande de bien entendre et de bien écouter ce que le défenseur des droits a inscrit dans son rapport, dans son dossier de presse. Sur les épaules de l'usager ou de ses aidants repose désormais la charge et la responsabilité du bon fonctionnement de la procédure. On demande en réalité aux usagers de faire plus pour que l'administration fasse moins et économise des ressources. Alors là, on apprend des choses extraordinaires. D'abord, que l'État n'a plus tant de moyens que cela puisqu'il est obligé de tout faire pour économiser ses ressources. Et puis on y apprend surtout que c'est le citoyen
qui doit s'assurer de la bonne procédure administrative, alors que de par les textes de loi, de par les droits constitutionnels, ça devrait être l'inverse. Et cela est écrit par le défenseur des droits, c'est-à-dire un organe quand même officiel de notre République, puisqu'il est inscrit dans la Constitution. Mais il y a un autre aspect à cette dématérialisation, c'est que non seulement, comme je vous l'ai montré, elle conditionne l'accès à nos droits, elle crée un citoyen conditionné, mais elle est aussi un moyen de contrôle. C'est-à-dire que, en nous obligeant à passer via les logiciels, via l'informatique, eh bien, il est plus facile de nous contrôler et de savoir ce que l'on fait. Ici, vous savez, on revient un peu à la définition dont je vous avais parlé de l'État extérieur à la population. Et comme il est extérieur à la population, il doit forcément tout faire pour savoir ce que risque de faire cette population et la contrôler. Et donc, la dématérialisation est aussi un moyen de contrôler le citoyen. Et donc, bien sûr, là, je vous ramène, pour ceux qui connaissent la CAF, comment elle-même reçoit l'information via l'administration des impôts ou via l'administration de Pôle emploi pour ceux qui y sont inscrits. Mais cela va encore plus loin, puisque je vous rappelle que de par la loi 3DS, la loi 3DS qui veut dire la loi relative à la différenciation, à la décentralisation, à la déconcentration et à la simplification, qui a été donc adoptée en février 2022. On pourrait croire que c'est une loi liée à la décentralisation de nos administrations, aux collectivités locales. Eh bien non, on y apprend et on y voit à l'article 162 de cette loi, il est écrit ceci. Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci. Donc on voit maintenant comment, quand on a rentré finalement nos données dans le logiciel, qu'on est géré par le logiciel, eh bien il est possible que les administrations échangent ces informations beaucoup plus facilement, et donc comment finalement il n'y a pas simplement une citoyenneté conditionnée, mais il y a de plus en plus une citoyenneté contrôlée. Tout cela, voyez-vous, ça me fait penser à un ouvrage, celui de Bernanos, La France contre les robots. Et précisément, c'est la question que l'on doit tous se poser. Dans quelle France nous voulons vivre? Est-ce que nous voulons un monde déshumanisé, un monde de logiciels, un monde où on sera qu'un numéro et qu'on sera traité via un logarithme informatique? Ou est-ce qu'on veut revivre dans un monde humanisé, un monde de relations sociales, un monde direct, un monde où il est possible d'évoquer notre difficulté et où un administrateur, une personne qui était payée par l'État, payée précisément par nos cotisations, par nos impôts, pouvait alors nous aider à résoudre une difficulté parce que notre situation correspondait à plusieurs cases ou ne rentrait pas dans la case que l'on voulait nous faire remplir. Je crois que précisément l'avenir est là. Est-ce que l'on veut vivre dans un monde de robots ou est-ce qu'on veut vivre dans un monde humanisé? Nous sommes à un tournant et c'est pour ça que ce sujet-là de la dématérialisation de l'administration est si important. Est-ce que nous souhaitons aujourd'hui retrouver une humanité humaine, j'oserais dire, une humanité directe, un citoyen réel? Je vous remercie et à très bientôt.